Nous sommes de retour dans cette émission 6 live sur la panafricaine du sport et de la culture avec Papa Alassane Ndiaye, Abdourahmane Nansoko et Amadou Bella Barry. On rappelle le score à Kankan, 1-0 à la mi-temps en faveur de l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Ils auraient pu mener 2-0 parce qu'il y a eu un autre penalty malheureusement que Aboubakar, le premier buteur, a malheureusement raté dans cette partie. On ira de temps en temps du côté de Kankan pour prendre les nouvelles de cette première affiche de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 de la Guinée. On va vous montrer le reste du programme complet, en tout cas de la 12e journée de Ligue 1. On rappelle, il y a en tout cas un gros match le week-end, dimanche au stade du 28 septembre. Le Lauréat qui reçoit son dauphin dimanche au stade du 28 septembre de Conakry, le Afia. Donc on verra si le Afia aura l'occasion de véritablement se mesurer au Auréa AC. C'est qu'on va faire. On va redescendre un peu plus bas avec la Ligue 2 guinéenne, Abdourahmane Nansoko, Amadou Bella Barry, Papa Alassane. La Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé la date de démarrage de ce championnat. On annonce le 25 janvier, donc dans pratiquement 2 semaines. Justement, les équipes de Ligue 2 seront sur les terrains. Mais la particularité cette saison, les matchs de Ligue 2 ne vont plus se jouer sur terre battue. Oui, la décision a été prise depuis la saison dernière. La Ligue essayait donc d'étudier cette situation-là, comment faire jouer les clubs de Ligue 2 sur la pelouse synthétique. Alors cette année, la décision a été donc entérinée par le bureau provisoire de la LGFP et désormais les 14 clubs de Ligue 2 vont jouer leur match sur pelouse synthétique ou sur gazon à partir du 25 janvier prochain. C'est le communiqué de la LGFP. Cette année, il y a 2 promus qui ont réussi donc à se démarquer lors des playoffs. C'est Alustar et Guinée Foot Elite qui retrouvent d'ailleurs la Ligue 1. Alustar après 5 ans. La Ligue 2. La Ligue 2 plutôt. Ouais. Alustar après 5 années, parce que c'est en 2017, ce club est descendu en National 1 et qui remonte en Ligue 2. Voilà, on va suivre cette très bonne décision, en tout cas faire jouer les clubs de Ligue 2 aussi sur les pelouses synthétiques. Normalement, on aura Lucien Guilao, le président du bureau provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel. Mais Amadou Bella Barry, on va voir l'identité des clubs qui vont disputer la saison 2002-2023 en Ligue 2. 2022-2023, exactement. Ouais. Parce qu'il a dit 14 clubs, les 2 qui retardaient le démarrage, ce sont les 2 qui devraient quitter le niveau amateur, on les connaît. Il y a une répartition équitable entre la capitale Conakry et l'intérieur du pays. C'est pas voulu, c'est devenu un hasard, mais ça arrive souvent. La saison dernière, c'était également le cas. Conakry, vous avez Étoile de Guinée, Santoba, Asfag, Kaloum FC, Foot Elite, l'un des clubs promis cette saison, Tête d'Afrique, Éléphant de Goliath qui était en Ligue 1 la saison dernière. À l'intérieur du pays, vous avez RCCK, Alustar, les 2 dans la région de Bokeh, Gangan, Wawa, Luba dans la région de Kindia, et puis Karfa Moria, AS Mandé, c'est dans la région de Kankan. Donc les 14 clubs de Ligue 2 qui vont jouer la saison 2022-2023. Ce qu'il faut noter, c'est que il n'y a aucun club de la région du Fouta, de la Moyenne Guinée. Il n'y a aucun club de la Guinée forestière. On ne peut pas parler de répartition, on peut dire équitable, sur l'ensemble de toutes les régions de la Guinée quand même. Parce que à l'Abbé, il y avait la saison dernière les loups. Cette année, les loups est relégué.
Et pour la Forêt, Gianni était venu jouer le tournoi des playoffs, mais ils n'ont pas réussi à... Ils n'ont pas réussi. Le dernier club de la région, c'était AS Mané, donc de Zérékoré, qui avait disputé il y a 2 ou 3 saisons la Ligue 2. Mais il n'y a pas de répercussions équitables, on peut le dire. Ce n'est pas voulu, c'est les réalités du terrain quand même qui ont fait qu'il n'y a pas de représentants de ces 2 régions-là au niveau de la Ligue. Mais on peut dire que, voilà, ça sera une compétition entre Conakry et l'intérieur du pays quand même. Oui, 7-7, c'est équitable. Maintenant, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait plus de club du Fouta, comme vous l'avez dit, et du Sud, enfin de Zérékoré. Mais bon, c'est pas grave. La région forestière. C'est pas une carte, hein, la Ligue 2, c'est pas une carte géographique. Je veux dire, avec toutes les régions qui doivent être là, c'est le sport, c'est l'aspect sportif qui prime. Mais on aurait aimé voir aussi, parce que pour la diversité, oui, mais bon, après, s'ils ont pas pu se maintenir ou s'ils n'ont pas pu accéder, tout simplement, tant pis. Voilà, en tout cas, c'est qu'on peut retenir 14 clubs. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore le calendrier des matchs. Parce qu'en Ligue 1, excuse-moi, en Ligue 1, il n'y a pas de club de Zérékoré, non? Non, pas du tout. Donc, c'est pas une première. Ce n'est pas une première. Bon, par le passé, il y avait des clubs, Makona, de Gekedou, le Nyanda de Kizidougou, non? Oui. J'ai ça. Et puis, il y avait des clubs de Macenta. Voilà, il y avait beaucoup de clubs de la région. Même en Haute-Guinée, il y avait les Sifo de Dabola, ainsi de suite. Voilà. Donc, Baté qui était récemment, il y a 2 saisons. Voilà, en Ligue 2. Dans un instant, on va appeler Lucien Bendou Guilao, qui est le président du comité provisoire de gestion de la Ligue guinéenne de football professionnel, pour nous parler justement de cette nouvelle saison. Alors, Amadou Bella, j'aimerais vous interroger sur cet aspect-là. C'est vrai que il y a 3 saisons maintenant où le championnat de Ligue 1 se joue sur pelouse synthétique. Ça, c'est une évidence. Il y avait un problème, des problèmes d'infrastructure quand même qui se posaient pour un certain nombre de clubs. Est-ce que le même problème peut se poser au niveau de la Ligue 2 cette saison? La programmation des matchs, justement. Parce que la plupart des matchs, surtout à Conakry, se jouent dans les mêmes stades où on joue la Ligue 1. Bon, je ne crois pas s'il y aura les mêmes problèmes, parce que quand vous dénombrez le nombre de stades, par exemple en Ligue 1, il y a 7 matchs par journée. Tu peux peut-être sur le même week-end programmer, il y a beaucoup de stades de Conakry seulement, il y a l'annexe qui est utilisable, et pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, 28 septembre, le stade de la Mission de Calme, le stade Petit Sori. Bon, on peut utiliser le stade annexe par contre aussi, non? En Ligue 2, non? Oui, c'est ce que je dis. Si c'est utilisé pour la Ligue 1, même la Ligue 2, donc c'est ce que je dis, a priori, ça peut être utilisé. Plus les pelouses à l'intérieur du pays, Stade de l'Amitié, Fodé-Fissa, Balou-Madi Glao de Cancan. Il y aurait certes quelques difficultés, notamment avec les clubs dits prioritaires par rapport aux clubs, notamment au niveau des préparatifs, mais globalement, ça poserait moins de problèmes à la disposition. Effectivement. Mais ça encourage aussi les préfectures ou les régions qui n'en ont pas de se bouger. Surtout Sigiri, qui a besoin vraiment d'une pelouse synthétique. On a un autre invité, Monsieur Guilao Lucien, qui est le président du bureau provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel, qui est en direct dans cette émission. Monsieur Guilao, bonsoir. Il est parti malheureusement. J'espère qu'on va le rappeler dans quelques minutes. Donc je parlais de ce problème de programmation. Bella dit que ça ne va pas s'opposer. En Ligue 1, on sait que on a des infrastructures, mais le problème c'est que les matchs ne se jouent pas les week-ends. On peut jouer lundi, mardi. La preuve, aujourd'hui, l'AS Kaloum et la Chantilly jouent mercredi, alors quand même qu'il y a de la place à jouer vendredi, samedi et dimanche, comme ça se fait Mais d'ailleurs, c'était ça qui avait été prévu initialement. Je me rappelle une émission, un 6 live, avec d'ailleurs M. Guilao, qui nous avait signifié qu'il serait fort possible, fort probable,
que les matchs se jouent sur les journées se jouent sur. Malheureusement, ça tombe souvent sur toi. Je suis obligé de te couper. Ouais, non, mais tu fais exprès. Non, je fais pas exprès. Priorité. Direct. Non, mais ça, ce n'est pas moi. Je sais qu'il allait dire ça. Monsieur Guilao, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans notre émission 6 live. Alors, il y a quelque temps, on parlait du démarrage du championnat de Ligue 1, ce qui est effectif. On est vers la fin d'ailleurs de la phase aller. Cette fois-ci, votre bureau annonce le démarrage du championnat de Ligue 1 au 25 Ligue 2 pardon, au 25 janvier 2023. Première question, est-ce que tout est mis en place afin que cette date-là soit vraiment respectée pour en fait lancer cette saison de Ligue 2? Ouais, nous travaillons pour que tout se passe bien. Nous travaillons pour que tout se passe bien. Voilà. On est en train de régler les violons, régler les préalables. Et nous pensons que nous serons prêts le 25 janvier. Des matchs, on sait Vous Vous m'entendez là? Oui, ça va. Voilà. Concernant la programmation des matchs, est-ce que il n'y aura pas de soucis par rapport au stade pour que les stades de Ligue 1 les stades prévus pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2 ne soient pas, et qu'il n'y ait pas de, on va dire de je cherche le terme. En tout cas, pour que les matchs, qu'il n'y ait pas de doublons, voilà, qu'il n'y ait pas de problème de doublons par rapport au match. Nous essayons, nous travaillons à ce que tout se passe bien à ce niveau, parce que vous savez bien qu'on n'a pas de stade. Les installations font défaut. Et nous souhaitons et nous exigeons même que les clubs jouent sur des terrains corrects, c'est-à-dire des terrains synthétiques ou ceux qui ont des pelouses naturelles. Ben, on va. De toutes les façons, nous travaillons dessus et nous pensons que nous allons tenir. C'est un défi, on va essayer de le faire. Il faut bien que la deuxième division se fasse et on essaiera de faire en sorte que les problèmes soient les plus faibles possibles. Vous avez dit que vous souhaiteriez que les problèmes soient les plus faibles. Alors, l'un des problèmes des clubs de Ligue 2, c'est au niveau financier, la subvention. On sait qu'il y a 14 clubs, 7 évoluent à l'intérieur du pays et des allers-retours sont très difficiles pour ces clubs de Ligue 2. Est-ce que la LGFP a pensé à rehausser la subvention des clubs de Ligue 2? Bon, pour l'instant, non. Vous savez que nous évoluons dans une fédération qui est sous sanction. Et on est sous sanction, les ressources sont faibles et on essaie de faire avec. Nous avons posé le problème du rehaussement des primes, mais pour l'instant, on ne sait pas comment faire. On va aller avec ce qui se faisait l'année dernière au moins. Vous dites, vous dites qu'on est sous sanction. Ça, c'est quand même une évidence, mais on nous a annoncé avant le début de la saison la signature d'un important contrat de sponsoring pour non seulement le championnat de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2. Est-ce que ces moyens-là ne sont pas suffisants pour permettre d'alourdir un peu l'enveloppe des clubs de Ligue 2? Je vous arrête, la Ligue 2 n'est pas concernée par ce sponsoring. Donc, ça veut dire que... Donc, il n'y a pas de sponsor leader pour la Ligue 2 cette saison. En fait, vous avez parlé de la signature d'une convention avec un groupe de la place. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par rapport à cette signature, la Ligue 2 n'est pas concernée. Maintenant, par quels moyens vous allez trouver, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui afin que ce championnat national de Ligue 2 puisse se tenir vraiment comme la Ligue 1 en ce moment? Parce que la Ligue 1 et la Ligue 2... Oui. C'est ce qui se
lancé le 25. Maintenant, et vous voulez que je vous explique ici à la radio tous les mécanismes de mobilisation de ressources que nous mettons en place pour que la Ligue 2 se fasse. Je ne peux pas le faire. D'ailleurs, allez-y. On veut être rassuré. Les clubs ont besoin d'être aussi rassurés. Les clubs ne m'ont pas écrit pour me dire qu'ils ne sont pas rassurés. C'est vous qui n'êtes pas rassurés, qui n'êtes pas rassurés. Nous avons écrit au club. On leur a dit que ça se passera le 25. Et par rapport à cette date, il va falloir qu'ils nous disent sur quel terrain ils veulent recevoir leur adversaire et que nous serons prêts à leur donner leur subvention. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Oui, mais l'un des clubs, par exemple, vous avez dit que les clubs ont le choix, ils vont faire le choix des stades sur lesquels ils veulent jouer leur match. Par exemple, l'AS Mandé, c'est l'un des clubs qui n'a pas de pelouse synthétique du côté de Sigiri, un club qui vole à l'intérieur. Et l'AS Mandé est obligé de partir du côté de Cancan. Alors, c'est pourquoi nous parlons de ce facteur financier-là. Est-ce que, pour ne pas connaître des inquiétudes où très souvent les clubs, en cours de saison, les clubs disent non, on n'est pas soutenu sur cela. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur au moins la subvention qui sera donnée, la première partie de la subvention qui sera donnée à ces présidents de club? Je ne suis pas en mesure de vous la donner. Mais on est en train de parler de clubs professionnels. Mais à vous entendre, je pense, c'est comme si on parlait des clubs qui sont assistés à 100%. On est de bonne foi. On essaye de faire en sorte que le championnat se fasse le 25. Et moi, je ne vois pas où est le problème. On sait, hein, on est habitué en Guinée d'annoncer des dates et qu'on ne soit pas capable de tenir des dates parce qu'il y a de tel ou tel problème. C'est pour cela on essaye de comprendre, est-ce que tout est en place afin que cette date-là soit quand même respectée? Parce que le championnat de Ligue 2 aurait pu commencer avant. Si tout avait été fait, il n'y avait même pas la montée pour la Ligue 2, ça n'a pas été fait. Donc tout ça a concurru à ce retard-là. Et c'est pour cela qu'on insiste à ce que la date du 25 puisse être vraiment respectée. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous travaillons à ce que cette date soit respectée. Laissez-nous le travailler. Allez, alors l'une des nouveautés, hein, on annonce cette saison que les matchs ne vont plus se jouer sur terre battue. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Ça existe depuis combien de temps? 3 ou 4 saisons déjà. On se jouait encore sur terre battue, hein? Oui. La saison dernière déjà. La Ligue 2? Oui, la Ligue 2. Mais bon, cette fois-ci, la Ligue 2 a évolué alors. Voilà, c'est pour cela qu'on parle de nouveauté. Qu'est-ce qui a concouru à ça? Qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, hein, cette nouveauté-là? Je vous dis, c'est pas nouveauté pour nouveauté. Il faudrait aussi penser aux joueurs. La Ligue, c'est pas seulement pour les présidents. Il faut penser aux joueurs, à la santé des joueurs. Hein? C'est ça. Donc, il est plus confortable de jouer sur une pelouse, qu'elle soit synthétique ou naturelle, que de jouer sur une terre battue. C'est tout. On essaie de faire en sorte que les joueurs jouent dans des conditions meilleures de saison après saison. Maintenant, après, c'est le terrain qui commande. Hein. Ok. Une question? Voilà, j'espère que on a ce qu'il faut en tout cas. Hein. On vous souhaite bonne chance et on espère que voilà, ce rendez-vous-là sera respecté. Merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Guilao. Beaucoup de chance pour aller de l'avant. Merci. Voilà, messieurs, on a écouté, hein, le premier responsable de la LGFP. C'est vrai, il dit qu'ils sont en train de travailler, sauf qu'on n'a pas la certitude. Justement, c'est ça que je voulais dire, parce que quand on entend le discours de M. Guilao, on a l'impression que c'est pas officiel. Hein. Ouais. En tout cas, il ne nous garantit pas,
ouvertement que le 25, la Ligue 2 va démarrer. Ouais. Ils sont en train de travailler. Normalement, en fait, c'est quand on finit de travailler, on annonce une date. Ouais. On annonce une date. Là, j'ai l'impression qu'on a annoncé la date sans avoir fini de travailler, parce qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler, ça veut tout dire. Ouais. Si on finit pas de travailler, ça veut dire que ça ne démarrera pas. Ça ne démarrera pas. Ça c'est quand même une grosse interrogation, hein, il faut le rappeler. C'est aussi une grosse info de dire que la subvention qu'on a annoncée en début de saison ne concerne pas la Ligue 2. Donc en réalité, la Ligue 2 n'a pas de sponsor, leader. Oui. Donc, pour moi, ce n'est pas une information, ce n'est pas une nouveauté en fait. Ouais. Parce que ça a toujours été comme ça. Même le contrat avec Salam, il n'y avait pas la Ligue 2, rappelez-vous en fait. Ouais. On dit toujours Ligue 1 Salam, mais cette fois c'est Ligue 1 Guico Press, il n'y a pas Ligue 2 dedans, c'est pas une nouveauté, c'est pas la première. Ouais. Donc c'est la Ligue qui s'est toujours débrouillée à financer ou à trouver des subventions à travers d'autres partenaires. Mais le sponsor leader n'a presque jamais concerné la Ligue 2. Mais à l'époque, ils ont toujours appelé peut-être Ligue 2 Pro, c'est pas Ligue 2, mais la Ligue 2... À l'époque, au-delà de Salam, il y avait, quand on regarde les matchs de Ligue 1, on voit des panneaux publicitaires des sponsors qui ne sont pas forcément des sponsors leaders, mais qui accompagnent la Ligue 2. Ce n'est pas forcément le cas cette saison, parce que même les matchs de Ligue 1, on ne voit qu'un seul... en tout cas, on ne voit que le sponsor leader. Il n'y a pas d'autres annonceurs qui sont à côté. Ça, c'est quand même problématique. Est-ce que la Ligue, aujourd'hui, dispose des moyens pour engager cette Ligue 2-là? Mais après, comme il a quand même bien dit, hein, c'est des clubs professionnels. C'est vrai qu'en Ligue 1, ils sont accompagnés financièrement, mais après, en Ligue 2, il n'y a pas de sponsor leader. Maintenant, si les équipes se sont engagées à prendre part à cette Ligue 2, c'est qu'ils ont... Mais mais je suis d'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Et en plus, on parle des clubs de Ligue 2. Mais c'est pas la faute de la Ligue. Hein. C'est pas à la Ligue non plus de financer les équipes. Mais la Ligue est habituée à financer, à subventionner ces clubs-là. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ils sont en train de travailler, comme il l'a dit. Je pense qu'il a un peu répondu. Il n'a pas voulu donner des détails, des précisions concernant comment se fera le financement et la subvention pour ces équipes de Ligue 2. Je crois qu'ils seront subventionnés. Peut-être la question, par exemple, celle qu'il posait, c'est par rapport à est-ce que c'est suffisant ou pas. La subvention va venir forcément. C'est l'un de leurs droits. On sait qu'ils vont pas, on va pas dire qu'ils vont compter à 100% sur cette subvention. C'est des clubs privés. En tout cas, ils ne devraient pas. C'est ce qu'il veut dire. Ils ne devraient pas compter que sur ça. Parce que c'est juste une subvention. Oui, c'est que le club de Ligue 2, ils dépensent trop, plus que ceux de Ligue 1 dans le championnat guinéen, parce qu'il y a beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de déplacements à l'intérieur du pays pour le club de Ligue 2. On a dit qu'il y a 14 clubs. Sur les 14, il y a 7 qui sont à l'intérieur. Donc, il va falloir traverser beaucoup de villes pour partir. Donc, si les clubs de Ligue 2 n'ont pas une très bonne subvention de la part de la Ligue, ça cause problème au président. Même si, encore une fois, ce sont des entreprises privées et chaque président de club doit être capable de partir chercher l'argent pour son club. Encore une fois, moi, je pense que les prochaines saisons, il faut penser à ça. Bon, quand il y a un sponsor... Excuse-moi, c'est trop facile aussi de dire ce sont des clubs professionnels. Quand on voit le montant pour le champion qui est quand même dérisoire, qui ne couvre même pas les dépenses qu'on effectue durant la saison. C'est pour cela que parfois aussi, je pense qu'il faut revoir aussi la dotation du champion, du vice-champion durant l'exercice aussi, quoi. Parce que quand un seul deux ou trois déplacements, ça fait plus de 100 millions pour certains clubs en Guinée. Alors ça, que le montant pour le champion de Guinée Ligue 1, c'est 100 millions. Vous voyez ce que ça fait. Donc, le titre de champion de Guinée, c'est plus honorifique que financier. Oui, mais c'est plus qu'honorifique également. Ça permet d'aller en Ligue des Champions aussi. Bien sûr. Le déplacement, par exemple, sur Sigiri, parce que c'est le déplacement le plus compliqué pour le club. Bon, il n'y aura pas de Sigiri cette année en Ligue 2. Quitter Conakry, par exemple, jusqu'à Sigiri à l'époque, et quitter Conakry jusqu'à Cancan. Voilà, le déplacement, ça coûte cher, les frais de route pour les joueurs, voilà, le manger, le frais d'hôtel et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, la Ligue, comme l'a dit le président, qui sont en train de travailler, à ce que je chasse, c'est que les clubs, ils ont quand même reçu leur maillot, le club de Ligue 2. Voilà, il y a eu également les demandes qui ont été adressées pour que les clubs
puissent remplir une fiche pour signer la licence de leurs joueurs. Ça aussi, ça a été fait au niveau des clubs. Donc voilà, peut-être on va attendre ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais le démarrage, comme il a dit, le 25, nous attendons, si cette date sera tenable, le 25 janvier prochain. L'information, c'est que la Ligue a annoncé le 25, mais elle continue à bosser pour que le 25 soit quand même respecté. C'est qu'on va faire. On va, dans un instant, donc voir comment les clubs se préparent aussi pour après l'annonce justement du démarrage de la Ligue 2. On va dans un moment appeler le coach Pelel Ba, Mamadou Pelel Ba, le coach de KFC. Donc dans cette émission, c'est le club de Mamadou Ba, Blaise Camara, la saison dernière qui a réussi quand même, Abdourahmane Nansoko, à se maintenir en Ligue 1. Je pense que c'est un club, en Ligue 2, pardon, c'est un club qui va nourrir de grandes ambitions cette saison, non? Oui, c'est un club qui a de très bons joueurs, des jeunes joueurs d'ailleurs qui sont dans cette équipe. De Blaise Camara qui est le président. Mamadou Ali Ouba Pelel, il est venu la saison dernière en deuxième partie de la saison, je crois, et puis après il a réussi à maintenir cette équipe de KFC en Ligue 2, même s'il avait pour objectif faire monter. C'est ce que moi je voulais même qui a échoué à monter ou qui a réussi à se maintenir. En fait. C'est parce qu'il avait pour objectif faire monter l'équipe en Ligue 1. Ils ont joué jusqu'à un certain niveau. La mayonnaise a laissé la bouteille. Et voilà, donc cette saison, je pense qu'il va revenir avec beaucoup plus de vivacité parce qu'il a encore son noyau qui est là. Mais comme il sera là, dans quelques secondes, on va essayer de comprendre comment il est en train de préparer son équipe pour cette nouvelle saison. De toute façon, en Ligue 2, on n'a pas les mêmes moyens, mais tout le monde a même les mêmes objectifs. Moi, c'est ce que je n'arrive jamais à comprendre. Vous demandez, tous les coachs ou présidents des 14 clubs, ils diront tous qu'ils veulent monter. Alors qu'ils n'ont même pas les mêmes moyens, je ne sais pas comment on peut... Et le constat aussi, c'est que ces dernières années, les clubs qui ont eu les moyens se sont retrouvés, sont montés en Ligue 1. Oui, c'est ce que je dis en fait. Tu mets ton objectif en fonction de tes moyens en fait. Ton effectif, tes moyens financiers et tout cela. Mais tous les 14 clubs, en début de saison, ils te disent on veut monter. Alors qu'en Ligue 1, par exemple, tout le monde ne joue pas le titre. Oui, mais c'est parce qu'en fait, rester en Ligue 2 n'est pas viable. Oui, mais parce que quand tu restes en Ligue 2, c'est des dépenses et tout. Donc, effectivement, je suis d'accord. On n'a pas tous ces moyens de monter, mais aucun président n'a intérêt à dire je vise le maintien en Ligue 2. Parce que le maintien en Ligue 2, ça coûte cher. Ceux qui viennent d'accéder à la Ligue 2, ils te diront on veut monter tout de suite. Oui. Parfois, c'est un peu... c'est pas prétentieux, mais il faut revoir parfois peut-être ton objectif en fonction de tes moyens. Allez, on va donc poursuivre donc cette émission. La Ligue 2 avec à présent Mamadou Pelel Ba, l'entraîneur de Kaloum FC, en direct dans cette émission 6 live. Bonsoir coach. Bonsoir. Donc dans cette émission 6 live, alors on était il y a quelques minutes avec le président du comité préviseur de la Ligue. On annonce le début de saison pour le 25, donc dans 2 semaines pratiquement. Dites-nous, est-ce que votre équipe, Kaloum FC, est prête pour donc cette nouvelle saison? Allô? Est-ce que Kaloum FC... Oui, vous nous recevez? Allô, vous me recevez? Oui, mais nous, on vous reçoit. Est-ce que vous nous recevez? Je pense qu'il a un problème, un souci de retour. Il ne nous reçoit certainement pas. Allô, coach? On va gérer ça, justement. Mamadou Pelel Ba. Coach, bonsoir. Allô? Allô? Oui, vous nous recevez, coach? Est-ce que vous nous recevez? Non. Il y a un petit souci de retour là. Alors, on parle de KFC. Pelel, quand même, il a terminé la saison dernière avec cette équipe. C'est quand même quelqu'un qui a l'expérience une petite expérience de la Ligue 1. Est-ce que ça peut servir cette équipe de Kaloum FC? Oui, il avait commencé la saison dernière même en Ligue 1. En Ligue 1 avec l'AS Kaloum avant qu'on fasse venir Ilato Siloué.
Il était venu, c'était avant, comme le disait Nanzoko, c'était avant même la fin de la phase aller, mais l'équipe était tellement en retard que c'était un peu difficile de... 3-4 défaites de suite. Exactement, c'était difficile de remonter à la pente. Finalement, il a enchaîné quelques bons résultats, mais c'était un peu trop tard. Là, peut-être il n'a pas cette excuse, il a eu le temps de préparer, on lui a donné cette confiance à nouveau, il a préparé l'équipe, peut-être... c'est à lui peut-être de montrer son expérience de la Ligue 1, des jeunes académiciens, parce qu'il a travaillé avec des jeunes joueurs contre l'AS Kaloum. Je parlais tout à l'heure de cette période. Bon, là. Cette fois-ci, c'est vous que je vais couper. Ce n'est plus Papa Alassane Ndiaye. Coach Pelel, rebonsoir. Ouais, bonsoir. Voilà, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors, je disais, le championnat de Ligue 2 est programmé pour le 25, donc pratiquement dans 2 semaines. Vous allez donc jouer votre premier match en Ligue 2. Dites-nous, est-ce que votre équipe Kaloum FC est prête pour cette nouvelle saison de Ligue 2? Bon, nous sommes en pleine préparation. Ça fait maintenant 2 semaines, nous sommes à Dubreka. Donc, comme toute préparation, on commence toujours par la préparation du général. Donc, on a fini ça, on était sur la préparation spécifique. Et là, nous sommes dans la pré-compétition. Oui, actuellement, on se prépare doucement. D'ici le 25, ça va trouver, Inch'Allah. L'équipe est déjà prête. Est-ce que vous avez, d'abord, pourquoi Dubreka? Pourquoi vous êtes un club de Kaloum, donc de Conakry? Pourquoi aller jusqu'à Dubreka pour vous préparer? Bon, pour mieux travailler, il faut être à l'abri de tout le monde. Vu que le championnat se joue à Conakry, les sportifs se trouvent à Conakry. Pour être dans le Suré, c'est mieux d'être très loin de notre public pour faire une bonne préparation et entamer le championnat. Oui, coach, comment vous accueillez cette décision de faire jouer tous les matchs de la Ligue 2 cette saison uniquement sur des pelouses synthétiques et naturelles? Vous pensez que c'est une décision qui vous sera personnellement vous favorable en tant que technicien? Franchement, c'est une bonne décision pour le football guinéen. Parce que quand tu prends sur le niveau africain et international, jamais on joue sur la terre battue. Donc c'est un acquis pour les footballeurs guinéens et pour tous les techniciens. Alors, Kaloum FC s'est quand même maintenu la saison dernière. L'objectif, c'était pour retrouver la Ligue 1. Vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif-là. Pour cette nouvelle saison, est-ce que vous avez les mêmes ambitions? Et si oui, est-ce que vous avez les moyens d'atteindre ces objectifs-là? Bon, tout ce que je pourrais vous dire, on se prépare pour le championnat 2023. Donc, au fur et à mesure que le championnat va se jouer, et les objectifs vont se définir. Bon, voilà, avec ça. Vous êtes méfiant pour cette année. Coach Mamadou Aliouba Pelel dit Asler. On s'inquiétait ici sur ce plateau. On disait que cette équipe de Kaloum FC avait fait une très bonne saison. Maintenant, est-ce que vous avez vos hommes forts de la saison dernière avec vous? Bon, il y a certains qui ont bougé pour le club de Ligue 1. Il y a les nouveaux arrivés plus les anciens. Donc, je suis optimiste par rapport à cette saison aussi. Voilà, je pense que... Une dernière question. Qui, selon vous, et quels sont les prétendants sérieux à une montée en Ligue 1 la saison prochaine aux côtés du Kaloum FC? Les objectifs au début du championnat. Donc, je ne sais pas quel est l'objectif des autres clubs, mais nous, ici, on se prépare pour bien entamer le championnat. Au fur et à mesure qu'on va continuer dans le championnat, ça va se définir. En tout cas, on vous dit merci et surtout bonne chance, bon courage, surtout pour la saison. On sait que vous allez beaucoup voyager, ça c'est quand même une évidence. Bonne chance à vous, coach. Merci, c'est un plaisir.
partagé. Voilà, Pelel Ba, hein, l'entraîneur de cette équipe de Kaloum FC, le club de Elhadj Mohamed Ba Blaise Camara, hein, qui est engagé pour la Ligue 2 la saison prochaine. On va enchaîner avec Abdourahmane Touré, hein, le nouvel entraîneur de Louba de Téléméné. Louba qui était en Ligue 1 la saison dernière. On sait dans quel contexte cette équipe s'est retrouvée en Ligue 2. Ils sont habitués déjà. Ça peut être un élément de motivation aussi. Le fait de connaître la Ligue 2 avant d'être remis en Ligue 1 et de revenir à la cage de départ, ça peut être une source de motivation aussi, non, pour le club, pour des joueurs qui sont aussi restés. Oui, ils ne voudront pas forcément rester longtemps en Ligue 2. Ils ont fait exactement 3 saisons en Ligue 1 avant de redescendre malheureusement. Et là aussi, il ramène un technicien qui avait évolué ici sous, comment ils appellent, Sékou Somparé. Ils étaient ensemble à l'ASFAC d'abord. Ensuite, Louba, c'est eux qui avaient sauvé Louba lors de la saison 2020-2021. Ensuite, lui, il avait quitté quand ils ont décidé de se séparer pour envoyer le Sénégalais Badra Dioum. Ensuite, Touré, comme on l'appelle Tomazi, est parti du côté de l'AS Mané de Sigiri. Là, il revient dans un club qu'il connaît. Les dirigeants n'ont pas changé, donc c'est ça que je veux dire. Normalement, ça devrait passer dans la collaboration, dans le travail pour... Louba, c'est un prétendant au titre, non? Oui. Voilà. Il me semble qu'on a Abdourahmane Touré. Hein. Coach Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir. Donc dans cette émission 6 Live, on rappelle que vous êtes le nouvel entraîneur, hein, du Louba FC de Téléméné. Dites-nous, le début de saison est programmé pour le 25 de ce mois. Est-ce que votre équipe est dans les meilleures dispositions avant d'entamer la nouvelle saison? Merci de me passer l'entraînement. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'équipe s'est rendue avant-hier à Tulia. Vu le peu de temps qu'on a passé à Conakry, je pense qu'on a fait le maximum. Et à Conakry, à Tulia, on a déjà commencé depuis avant-hier. Je pense que ça, avec le travail qu'on a commencé de Conakry jusqu'à Tulia, ça commence à aller. Si je vous demande de nous donner le pourcentage, vous êtes à quel niveau de préparation? Vous avez quel pourcentage dans la préparation de la nouvelle saison? Bon, je peux vous dire qu'on a à 50% de travail parce que on a eu un peu de temps qu'on a pris avec des matchs amicaux et 5 séances d'entraînement. Donc, à Kindia ici, comme il n'y a pas de problème de terrain, les automatismes qui nous manquent, je pense que nous sommes à Kindia juste pour travailler ces automatismes-là. Abdourahmane Soko. Oui, mais coach, vous avez dit que vous êtes à 50% des préparations. Ça veut dire que le club ne sera pas prêt à 80%, même à 90% avant le début de la nouvelle saison plutôt. Donc, quand je dis que nous sommes à 50%, c'est par rapport à l'infrastructure. Vous savez, même à Conakry, on n'a pas assez de temps pour travailler sur le terrain. Donc, les 30% là, je pense qu'avec le travail que j'ai commencé de faire avant-hier ici, je peux avoir les 30%. Parce que vous l'avez dit qu'on n'est pas à 80%. Moi, je pense que 3 jours, 4 jours comme ça, on peut être utile dans ce terrain. Là. Vous venez dans... Allez-y. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez quitté Mandé, mais pourquoi vous avez choisi de revenir au Louba? Bon, en fait, ce n'est pas ma volonté de quitter au Mandé, c'était la volonté de l'autorité de Sigiri. Moi, ils m'ont appelé, soi-disant que je préfère continuer avec les entraînements qui sont là-bas. Je ne dis pas que je n'étais pas bien traité là-bas, j'étais bien à 100% traité. Mais si c'était leur volonté, je peux dire que c'est leur choix. Donc, Igor m'a contacté et j'ai répondu à la semaine de l'hiver.
Vous êtes dans un club de Louba qui a joué la saison dernière en Ligue 1, derrière qui a perdu beaucoup de joueurs, le gardien de but Ambaliou, Lansana Bassala et autres, ils sont tous partis. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez ce noyau-là qui peut vous aider à retrouver en Ligue 1, même si on nous apprend qu'il y a quelques anciens comme Souariba Kamara qui pourraient jouer pour vous la saison prochaine? Vous savez, chaque année, c'est toujours comme ça. Une fois l'équipe est en chute, il va faire beaucoup de joueurs talentueux. Mais la Guinée, avec les potentialités de joueurs, je pense qu'il y a assez de joueurs qui n'ont pas encore compétit, mais c'est des joueurs touchés. Donc, à travers de cela, ensuite, on a fait beaucoup de matchs à Nico à Conakry et j'ai pu recruter quelques-uns. Donc, avec le travail, je pense que le groupe qui joue, ça peut aller. Parce que l'objectif cette année, c'est la Ligue 1. Donc, Inch'Allah, on a le même objectif en tant qu'entraîneur et l'objectif du club. Donc, c'est un peu que je voulais vous poser, vous l'avez déjà répondu. En tout cas, il ne reste plus qu'à nous de vous dire merci et surtout très bonne chance dans vos nouvelles fonctions de coach du Louba et bonne chance pour la nouvelle saison. Merci vraiment. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Les clubs se préparent, on connaît la date, la Ligue aussi. Donc, continue à bosser pour que la date du 25 soit quand même respectée pour le lancement officiel de la nouvelle saison de Ligue 2. On va à présent rebasculer dans l'autre étape dans cette émission. On va parler du CHAN 2023 avec ce petit bumper. Voilà, le CHAN 2023 qui va démarrer donc dans quelques jours seulement. Alors, avant de parler du CHAN, c'est qu'on va faire. On va aller du côté de Kankan pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Il me semble qu'on est vers la fin de cette rencontre entre l'AS Kaloum et l'Ashanti de Sigiri. Au moment où on se quittait, l'Ashanti menait un but à 0, donc à la première période. Voilà, on va faire un petit tour du côté de Kankan avec Lamine Touté Kaba qui va donc nous planter un peu le décor de ce côté. Est-ce que l'Ashanti a gardé cette avance-là? Est-ce que l'AS Kaloum est revenu au score? On verra tout cela avec notre correspondant donc à Kankan, Lamine Touté Kaba. C'est le début donc c'est le premier match d'ailleurs de la 12e journée du championnat qui va se poursuivre demain, après-demain jusqu'au dimanche où on aura le choc de la 12e journée. On peut dire un des matchs phares de cette phase allée du championnat parce que ce sont les deux meilleures équipes actuelles du championnat qui vont s'affronter. Lamine Touté Kaba, vous êtes de retour dans cette émission. Dites-nous qu'il y a eu d'autres buts dans ce match. C'est Koukoutoubu, voilà, on est de retour au stade Mbaloumari qui a quitté Glao pendant que le 4e arbitre nous montre ici l'état additionnel. Voilà, de 3 minutes. De toutes les façons, il faut quand même le signaler qu'il n'y a pas eu de changement au score. Et en tout cas, au vu de la démonstration quand même sur la pelouse de l'équipe de l'AS Kaloum qui a multiplié les occasions à l'instant même, cette équipe de l'AS Kaloum qui vient d'obtenir certainement la dernière occasion, le dernier corner ici dans cette rencontre. Pendant ce temps, il y a un autre joueur du côté de l'Ashanti Golden Boy de Sigiré qui se tord de douleur, en l'occurrence Kankou Madi, voilà, qui en tout cas a loupé tout à l'heure une occasion nette. Voilà, c'était en tout cas une très bonne opportunité pour lui parce qu'il a été mis dans les meilleures conditions par son minorité de moment, Eska Mino Kamara.
Voilà, mais heureusement pour l'ASK, puisque déjà il y avait le portier Kamara Mohamed qui était vraiment sur sa ligne et qui a anticipé le jeu. Alors on voit la Croix-Rouge qui est en train quand même de donner des soins à ses joueurs, Kankoumadi, voilà, qui est de l'autre côté sur la pelouse allongée. Et pendant ce temps, on voit l'arbitre, voilà, qui vient donner en tout cas le feu vert pour tirer ce corner qui va être certainement l'ultime occasion pour l'AS Kalom. C'est donc Lansana Touré, voilà, qui va tirer ce corner. Voilà, on va voir ça rapidement, c'est Koukoutoumou. Et c'est parti. Attention, la cafouillage, voilà, est dans la surface. Et heureusement pour l'Ashanti Golden Boy, puisqu'il y avait bien sûr un pied jaune, il s'agit bien sûr de Keita Ibrahima, voilà, qui était là pour dégager ce ballon après en tout cas une mauvaise sortie de son portier Doumbouya Aboubakar. Et pendant ce temps, on joue donc les dernières secondes de cette rencontre ici à Kankan entre l'Ashanti Golden Boy de Sigiri et l'AS Kalom. Pendant ce temps, c'est une autre occasion dans la surface de l'Ashanti, voilà, et la balle en tout cas qui a été capté promptement par le portier Doumbouya Aboubakar qui va dégager et l'arbitre qui ne va pas en tout cas tarder à siffler. Voilà le coup de sifflet final de cette rencontre ici. Là, il faut le rappeler que le but a été marqué voilà, sur penalty à la 40e minute par Aboubakar Kamara, voilà, suite à une faute du défenseur Conte Aboubakar, voilà, sur Nabi Silla qui avait obtenu en tout cas une belle opportunité suite bien sûr à une action individuelle. Alors pendant ce temps, on l'a dit, voilà, ce Koukoutoumou, c'est la fin ici à Kanka entre l'Ashanti Golden Boy de Sigiri et l'AS Kalom. En attendant le grand match voilà, entre l'Ashanti Golden Boy et le Mille FC, là il faut le rappeler que demain il y aura aussi une belle affiche, c'est-à-dire c'est le Mille FC qui va recevoir la flamme olympique ici au stade Balomari Kakite Grau. Merci beaucoup à vous, hein, Lamine Touté Kaba, hein, pour vraiment hein, ce compte-rendu fidèle. C'est terminé, défaite de l'AS Kalom, donc deuxième défaite d'affilée face au club de la région donc de Kankan. Et bien donc comme l'avait promis hier, voilà, le directeur sportif, ils allaient gagner. Ben, ils ont pris les 3 points. Dommage en tout cas pour l'AS Kalom qui donc s'incline en but à 0. On avait annoncé le CHAN. On va enfin parler du championnat d'Afrique des nations de football dont le coup d'envoi est prévu vendredi donc en Algérie précisément. Papa Alassane Ndiaye, c'est quand même une nouveauté cette année. On a plus d'équipes participantes. Effectivement, c'est là pour la première fois de son histoire, le CHAN va abriter 18 sélections. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu un réménagement par rapport à la mise en place des poules, parce que là, cette fois-ci, il y aura 3 groupes de 4 sélections, de 4 équipes. On va d'ailleurs voir les groupes. On va aller voir, effectivement, pour voir la composition des 5 poules. Hein. Voilà, donc avec le groupe A, avec l'Algérie, un groupe donc à 4 équipes, Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique. Le groupe B, Sénégal, Côte d'Ivoire, RD, Congo, Ouganda. Le groupe C, Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana. Et donc le groupe D avec le Mali, l'Angola et la Mauritanie. Et donc le dernier groupe, le groupe E avec le Cameroun, le Congo et le Niger. Il faut juste rappeler que dans les 2 groupes de 3, un seul se qualifie. Parce qu'on aurait pu penser que c'était un peu plus avantageux pour ces groupes-là, enfin pour ces équipes-là de se qualifier. Sauf qu'il y a un seul sur les 3. Ce qui fait qu'il y aura les 2 premiers par contre de chaque groupe, du groupe A, B et C, ce qui fera 6 équipes. Et les 2 premiers des groupes D et E, ce qui fera 8 donc pour les quarts de finale. Ouais, mais moi j'ai une question. Pourquoi 18 équipes? Là, ça complique quand même un peu la tâche, quoi. D'habitude, 16, c'est 2 qui se qualifient. Poule de 4, forcément. 4 poules de 4. Là, il y a 5 poules poules avec 2 groupes à 3. Il y a 2 groupes à 3 et puis 3 groupes à 4. Quoi. Mais c'est dans la même logique que dans toutes les compétitions continentales mondiales. On est en train d'augmenter le nombre de participants. On n'a pas voulu aller à 24, donc on a voulu faire progressivement. Ça a été le cas avec la CAN, ça va être le cas à la Coupe du Monde, l'Euro. C'est un peu la logique du football actuel, du football mondial, c'est de faire participer le plus de sélections possible
à la messe, aux différentes messes du football de chaque continent. Voilà, en tout cas, on voit que en regardant la configuration des groupes, le groupe B semble être... Oui, c'est le groupe le plus compliqué. Celui où il y a bien sûr la RD Congo qui est, à part le Maroc, peut-être le deuxième gros favori, qui a déjà gagné cette compétition à deux reprises, en 2009 et en 2016. Il y a également le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont quand même des places fortes. Deux grands noms du football continental en ce qui concerne l'équipe A. Ouais. Pas forcément l'équipe locale. Mais ça reste quand même des prétendants sérieux. Il y a également l'Ouganda qui sera emmené par deux grosses équipes du championnat, Vipers, qui sera l'un des adversaires du Orea, et le Kampala FC, qui est l'équipe de la capitale. Ouais. Donc le Sénégal aura fort à faire dans ce groupe, et la Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce qu'ils vont faire face à des équipes dont ce sera l'ossature même de l'équipe A. C'est le cas de la RD Congo avec la S Vita et le TP Mazembe. Ouais. Ouganda, c'est pareil. L'équipe A, c'est Vipers et Kampala City. Alors que les Sénégalais et les Ivoiriens, eux, leurs joueurs, c'est... Ouais, ils sont vendus. Voilà. D'ailleurs, le Sénégal n'avait même pas de joueurs locaux à la dernière Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Mais il y a d'autres favoris. Hein. Il y a l'Algérie qui est pays hôte, forcément, il va falloir compter sur. Et le Maroc. Ouais, il faut pas oublier. Le Mali aussi. Le Mali, dernier finaliste. Voilà, dernier finaliste. On va voir avec vous le programme. Du vendredi et du samedi. Vendredi avec le match d'ouverture, donc ce sera au stade Nelson Mandela à Alger. Donc Algérie contre Libye, c'est le match d'ouverture donc à 18 h. Ensuite, il y a 3 matchs de suite le samedi avec Éthiopie, Mozambique, RD Congo, Ouganda et donc Sénégal, Côte d'Ivoire à 18 h pour le derby ouest-africain. Voilà, en tout cas, c'est les matchs que nous allons suivre avec vous durant tout au long de cette compétition, le CHAN qui démarre par cette affiche, le choc de l'Afrique du Nord entre l'Algérie et la Libye également, qui a une très bonne sélection locale. Effectivement. Ils sont pas mal. Voilà, le Sidi national. Ils ont déjà été finalistes d'ailleurs. S'en souvient d'ailleurs. On sait que champion en 2014. Champion en 2014. Voilà. Le championnat libyen aussi a repris, Al Nasr de Benghazi, Al-Ali de Tripoli. Voilà, donc ils ont quand même une très bonne équipe. C'est libyen là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter le secrétaire général de la Confédération africaine de football qui est actuellement en Algérie dans le cadre des préparatifs de cette compétition. Il a animé une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il pense de cette organisation en Algérie? On écoute Jérôme Mosengo au micro de nos confrères de DZ News. Réaction Jérôme Mosengo. Voilà, le président, le secrétaire général de la Confédération. J'espère que on l'aura certainement dans cette émission. Il a dit entre les lignes. Oui, il a rassuré que... CHAN, ce ne sera pas la dernière édition du CHAN. Pas du tout. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi la CAF voulait se débarrasser de cette compétition. Non, pas du tout. Et puis, il a rassuré que voilà, l'Algérie présente les meilleures infrastructures de dimension mondiale, tout simplement. Donc, ils sont heureux de voir qu'en Afrique, qu'il y ait des types d'infrastructures qui peuvent aider à promouvoir... Après, l'inquiétude, ce n'était pas forcément côté infrastructurel côté Algérie, c'était plus la sécurité qui inquiétait, mais hier, on le disait ici, l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun a bien reçu Samuel Eto'o pour lui dire que tout a été mis en place pour garantir une sécurité maximale pour la délégation camerounaise qui ne devrait pas avoir de soucis. J'espère bien que ça soit le cas forcément en Algérie. Voilà ce qu'on peut retenir du coup d'envoi de demain, il y aura, demain, il y aura une assemblée générale de la CAF. De la CAF. Ils vont notamment revenir sur la Super League qui devrait débuter en août. En août, Et tout cela, ils vont prendre des décisions. Notamment, de grandes décisions vont tomber demain, forcément. Et peut-être que, voilà, on connaîtra l'identité du pays hôte, non? De la CAN 2025. Ouais.
Je pense. Je pense. On l'espère bien. Alors, on va terminer par l'actualité internationale, messieurs. On va commencer par l'affaire Amadou Bellabari, Noël Le Graët. Le président, non pas Alassane Ndiaye d'abord, le président de la Fédération française, qui a été, on peut dire, mis à l'écart. Mis à l'écart de la Fédération française de football pour une durée déterminée, on va dire jusqu'à la fin du mois de janvier, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée par le ministère des Sports. Ouais. Parce qu'il y a un audit qui est en cours concernant la gestion de la Fédération française de football, également sur des accusations, on va dire, à caractère sexiste, qui sont donc sur le dos du président de la Fédération. Ah. Donc aujourd'hui, après une assemblée générale du comité exécutif de la Fédération française de football, il a été décidé, d'ailleurs, selon un membre du comité exécutif, c'est Noël Le Graët qui a lui-même choisi de se mettre à l'écart jusqu'à la fin de l'enquête, pour ensuite, s'il est blanchi, pourquoi pas, reprendre le cours normal de... Vous pensez qu'il va reprendre après tout ce qui s'est passé là? Je ne pense pas. Je dis juste ce qui est... Après, le porte-parole du comité exécutif a dit que si il est blanchi, de tout ce qu'on l'a... Si on a œuvré jusqu'à ce qu'on le mette à la porte, je pense que ça, c'est juste de la diplomatie. Bien sûr, c'est de la communication. Après, de toute façon, les faits sont là. Après, peut-être que concernant la gestion de la fédération, il n'y a pas grand-chose à dire sur le plan financier, il n'y a pas de détournement de fonds. Ah. Mais sur des rapports un peu plus humains, sur des déclarations, sur des dérapages, notamment ce qui concerne Zinedine Zidane, même sur des propos sur le racisme dans le football, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées. Il a pris gros quand même, hein. Sa sortie là, Ouais, on s'attaque pas. On s'attaque pas à une légende comme Zinedine Zidane, qui d'ailleurs, pourtant, c'est quelqu'un qui est tellement effacé qu'il ne parle de rien. Ouais. Zizou, on l'entend jamais. Il n'est jamais dans la polémique. Il n'attaque jamais. En fait, ce qui a un peu égratigné Le Graët, c'est le fait qu'il ait invité Zidane. Zidane avait été invité pour la finale de la Coupe du Monde, il n'est pas venu. Ouais. Et c'est pas la première fois. En 2018, c'était pareil. Il avait invité Zidane, mais Zidane, on sent qu'il y a un problème. C'est quelqu'un qui aime s'effacer, au fait. Oui, il est très effacé, mais au-delà de ça, c'est pas non plus l'odeur de sainteté entre lui et Didier Deschamps. Ouais. Donc, par rapport à ça, il a préféré prendre du recul. Mais c'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. C'est pas, on doit pas lui en tenir rigueur pour ça. Ouais. Mais de là à l'attaquer ouvertement dans une radio aussi prisée que RMC, c'était vraiment maladroit de la part de Le Graët et il risque de le payer cher. Ah oui, ça c'est quand même terrible. Hein. Et il est remplacé par un certain Philippe Diallo. Ça c'est un nom familier ici. En Guinée, au Sénégal, on va dire en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, c'est un fils d'immigrés sénégalais. Effectivement. Donc il est ancien joueur de football, mais pas au très haut niveau. Ouais. Mais il a joué au football. Il a été président de l'Union des clubs professionnels de football pendant 30 ans. Ouais. Avant d'être à la trésorerie de la fédération. Avant d'être en plus promu vice-président délégué. Ouais. Donc une grosse ascension pour ce fin connaisseur de la politique. Et il sait vraiment manier les arcanes de la politique. Et ce qui fait que là, avec l'intérim, il va être propulsé au grand public parce qu'on ne connaissait pas. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout. Ouais. Mais maintenant, voilà, ça va être le patron au moins pendant minimum 1 mois. En tout cas, d'ici la fin du mois de janvier, du football français, jusqu'à ce que d'ailleurs, on voit le communiqué final de la Fédération française qui annonce Noël Le Graët en accord avec le comité exécutif de la FFF de réunir ce jour à Paris a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par la ministre des Sports et dans l'attente de son analyse par le COMEX de la FFF. Le COMEX de la Fédération française a par ailleurs décidé la mise à pied à titre conservatoire de Florence Ardouin, directrice générale de la FFF.
À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de l'instance, assurera l'intérim de ces deux fonctions. Enfin, le COMEX de la Fédération française de football informé des modalités de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, l'a validé à l'unanimité. Donc, pas de problème au niveau du contrat. Voilà, c'est ce qu'ils attendaient. Ils voulaient que... Ouais. Mais ce communiqué veut dire également qu'il y avait un petit doute peut-être. Non, pas un doute, mais une irrégularité sur le plan formel. De comment est-ce que le contrat a été reconduit, parce que ça a été fait presque de façon unilatérale par le GRET sans informer le COMEX. Le COMEX aurait pu, mais je pense qu'avec cette tourmente autour de... Ils ne voulaient pas en plus en rajouter, parce qu'imaginaient qu'ils invalident le contrat. Ça allait être un autre problème. Un véritable Surtout que sur le plan résultat, on ne peut pas reprocher. On peut rien reprocher. Voilà, effectivement. Donc, ils voulaient rester dans cette dynamique aussi. Oui, dans cette foulée-là, on pense que, parce que dans le communiqué, vous avez lu que le COMEX a décidé de la mise à pied de la directrice générale. Juste après, il a fait un malaise. Et il est resté hospitalisé, Florent Sardougne. Décidément. C'est la tourmente, en tout cas, dans le football français. Alors, l'autre bonne nouvelle, Papa Alassane Ndiaye, il y a le retour de Sébastien Haller. Ah oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense que tous les même pas amoureux de football, n'importe quel être humain, de voir que cet homme-là, il y a quelques mois, il y a 6 mois, était entre la vie et la mort. Bien sûr. Parce que quand on est diagnostiqué d'un cancer, d'une tumeur au niveau des testicules, ça pouvait passer, comme ça pouvait ne pas passer. Et là, de le revoir jouer un match amical, il a repris du poids, on revoit les muscles saillants. C'est une véritable nouvelle. Ça veut dire qu'on peut vaincre le cancer. C'est un véritable message qu'on lance, enfin qu'il a réussi en tout cas à lancer. Et on est très content de le voir. On a vu qu'il avait raté la CAN. La CAN. Et voilà, là on va le revoir sur les pelouses de la Bundesliga notamment. Voilà, il faut rappeler que les images que vous voyez là, ce ne sont pas des anciennes images. C'est récent. C'est des images qui ont été tournées hier. D'ailleurs, il a joué un match amical avec le Borussia Dortmund. En tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle pour le joueur lui-même, pour sa famille, pour le Borussia Dortmund qui a déboursé énormément d'argent pour le faire venir. Son transfert que ça a été et puis une bonne nouvelle pour les éléphants dans la perspective de la Coupe d'Afrique qui doivent organiser l'année prochaine à domicile. Pour terminer, actualité des transferts avec Amadou Bella Barry. Vous nous dites que Joao Félix va changer de maillot, c'est ça? Oui, exactement. Après le Portugal et l'Espagne, il va découvrir un autre championnat. Cette fois, c'est la première ligue donc anglaise. L'attaquant portugais en provenance de l'Atlético vient de débarquer en prêt à Chelsea, alors que Manchester United et Arsenal étaient aussi dans la danse. Et finalement, les Blues qui ont été aptes à payer les frais de prêt de 11 millions d'euros plus les salaires. Donc Félix pourrait même faire ses débuts demain face à Fulham. Sauf que Graham Potter a déclaré que le club attendait la confirmation de sa capacité à jouer au nom dans le derby de l'Est de Londres. Donc Joao Félix qui va terminer la saison avec les Blues de Chelsea. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour un joueur qui n'était pas... Mais en fait, il n'était pas heureux à l'Atlético de Madrid, sauf que moi je ne sais pas s'il y aura un apport, parce qu'en fait c'est le même profil, ils ont pas de numéro 9, je ne sais pas si vous... C'est à peu près les mêmes profils de Joao Félix, Mason Mount, Havertz, Pulisic. C'est des milieux offensifs qui peuvent jouer attaquants, mais c'est pas forcément des attaquants. Voilà, il y a Aubameyang aussi qui a à peu près ce même profil, même si lui est un peu plus neuf, mais on voit qu'il ne réussit pas. Donc voilà, pour moi, il recrute beaucoup de joueurs au profil similaire sans forcément avoir de complémentarité. Ça, c'est vrai. En tout cas, on lui souhaite bonne chance, certainement, du côté de Chelsea. L'autre info, c'est un joueur qui va rejoindre le Qatar, c'est ça? Oui, l'annonce est un peu mystérieuse qui avait eu lieu hier, mais cette fois, pas de place de doute. Donc le Qatar SC a engagé Javier Pastore qui venait de mettre fin à sa collaboration avec le club espagnol, donc Elche. Aucune durée de contrat n'a été communiquée par l'actuel 7e du championnat qatari. L'Argentin, ancienne idole du Parc des Princes de Paris Saint-Germain, a désormais 33 ans. Il va évoluer avec donc le Qatar SC. C'est lui qu'on appelle El Flaco. Ça veut dire le maigre. Le maigre, quand j'en parle, parce que tu as dit ancienne idole du Parc, il est toujours idole du Parc. Quand il vient regarder les matchs du PSG,
C'est vraiment quelqu'un qui a laissé un très très bon souvenir pour les supporters du Paris Saint-Germain. C'est un joueur tellement élégant. Qui malheureusement, embêté par des blessures. Et c'est un joueur qui n'a pas souvent eu très confiance en lui. Dès que Neymar est arrivé, on l'a senti complètement effacé parce qu'il a un peu pris le rôle que Pastore devait jouer et il n'a pas voulu être en concurrence avec Neymar. À ce moment-là, c'était le banc, les blessures, jusqu'à ce qu'il ait quitté le PSG. Dommage en tout cas, mais c'est qui est évident, il va s'éclater. Hein, là-bas, avec son talent, ça devrait... Effectivement. Monsieur, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale. On rappelle que l'Ashanti de Sigiri s'est imposé 1-0 donc à l'ouverture de la 12e journée du championnat face à l'AS Kaloum, but marqué par Aboubakar Kamara. Demain, on sera encore sur ce plateau, dans ce studio, pour vous pour analyser ensemble l'actualité du football. J'espère que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. Merci Amadou Bella Barry. Merci Monsieur Ndiaye Papa Alassane, Monsieur Nansoko. Merci donc à Aruna Aris Diabaté, Alseni Traoré aussi qui était de ce côté. Sans oublier celui qui gérait tous les sons, radio, télé, Alpha Amadou Ba. Rendez-vous demain, même chaîne, avec le même plaisir dans cette émission 6 Live.